Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans cette 36e émission de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Émission créée en étroite collaboration avec des familles touchées par la déficience visuelle. Et au programme de cet épisode, on fait suite directement à l'émission précédente en vous proposant à nouveau un portrait inspirant. Cette fois-ci en compagnie de Boris, un déficient visuel habitant sur Lyon. Un entretien mené avec Thierry Sabatier. Allez, je ne vous en dis pas plus. On se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Alors Boris Dex, je suis papa d'une petite Célestine, je suis agent EDF et j'ai eu 40 ans en mars dernier. J'ai eu une maladie auto-immune qui est très peu connue, c'est le syndrome de Stevens-Johnson, quand j'avais 4 ans, et ça a été très sérieux, ça m'a en tout cas abîmé les yeux. Mais je voyais encore assez bien d'un œil, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis là par contre, il a fallu que j'intègre un collège spécialisé. Je voyais vraiment plus assez pour suivre en milieu ordinaire. Il a fallu devenir interne, donc gros chamboulement dans la vie familiale, et puis apprendre le braille aussi pour pouvoir lire en toutes circonstances. Au niveau du lycée, ma classe de seconde, c'était ce qu'on appelait en intégration. Et puis comme ça fonctionnait bien en milieu traditionnel, ordinaire, comme je dis, j'ai décidé de revenir dans mon lycée de district, dans ma famille, à côté de Tarare, et j'ai pu faire la première et la terminale en série scientifique, avec un bloc-notes braille principalement, mais je suivais comme ça tout à l'oreille. Le bac s'est relativement bien passé, malgré quelques péripéties. J'avais eu la chance avec Monsieur Décoré là, de l'université Claude Bernard de faire des stages d'informatique à l'international. Mais j'ai aussi un grand coucou à faire à mon professeur d'informatique au collège, Marc Ollier, parce que pour le coup, entre ce sujet-là et les stages à l'international, je me suis vraiment pris de passion pour l'informatique. Alors on me disait que ce serait peut-être compliqué, que la vue était un sens important. Mais en tout cas, moi je commençais à me dire, bon, ça pourrait être un bon sujet pour moi, on va voir ce qui est possible de faire. Dans la dernière année en terminale, on se préoccupe beaucoup d'orientation. Et là, mon choix, il était fait, c'était d'aller à l'INSA de Lyon, une école d'ingénieurs. En première année, ils virent à peu près 15%, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, mais en tout cas dans les années 2000, c'était le tarif, on devait éviter d'être dans les 15 derniers pourcents de la promo. Et en deuxième année, moi mon objectif, en fin de deuxième année, c'était justement de rejoindre le département informatique. J'étais quand même dans une dynamique de concours, de performance, et c'est en deuxième année où j'ai perdu le reste de mon acuité visuelle. Donc je voyais encore assez bien pour zoomer sur l'écran. Je connaissais toujours le braille, je l'utilisais toujours, mais pour l'adaptation de mon poste d'étudiant, c'était relativement simple, en grossissant. Une des difficultés que j'avais, c'était de récupérer les supports des professeurs, parce que dans les années 2000, on avait des professeurs qui avaient encore l'habitude de faire des polycopiés, taper à la machine, et dans les matières scientifiques comme l'optique ou autres, c'était relativement difficile d'avoir les versions électroniques, quoi. Donc c'était beaucoup du collectif, et puis aussi aller interroger les profs, parfois adapter les examens. À l'INSA aussi, en prépa, on a beaucoup de travaux pratiques, que ce soit en chimie, mais aussi en mécanique et construction. Moi, je tenais à aller dans tous les cours avec tous mes copains, et le professeur de fabrication. Et alors un jour, il m'a dit, Boris, puisque tu es là, tu vas souder, comme tes copains. Et donc il m'a donné l'engin pour le faire à souder, quoi, le poste à souder. Alors là, j'ai dit, oh non, là, vous poussez un peu. Donc il m'avait un peu pris à mon propre jeu. Mais c'était important pour moi, non seulement d'aller dans ces cours-là pour comprendre, m'imprégner de l'ambiance, pour le côté social, d'être avec les copains et d'être un peu confronté aux mêmes situations. Pour moi, dans une école d'ingénieur, la partie atelier de fabrication, c'était une partie importante. Et puis en plus, il y avait un peu de programmation, puisqu'il fallait sur des machines numériques produire quelques programmes. J'ai eu beaucoup de chirurgie à ce moment-là, parce que c'est mécorné, c'est une maladie qui m'a un petit peu brûlé les yeux, on va dire. Il y a eu une époque dans les années 2001-2002 où je passais régulièrement par une chirurgie réparatrice.
Donc là, c'était des anesthésies générales très courtes, mais il fallait être arrêté. Et tenir le rythme d'une école d'ingénieur tout en étant régulièrement arrêté, c'était quand même compliqué. Vous écoutez l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au parcours inspirant de Boris. Retour à l'entretien. Tu t'es toujours senti soutenu par l'équipe pédagogique ? On sent à chaque fois dans une équipe, il y a plusieurs camps, plusieurs écoles. Alors camp, c'est peut-être un peu fort. Il y a le camp de la bienveillance. Il y a le camp du il faut qu'il ait les mêmes conditions que les autres. Il y a le camp aussi surprotecteur aussi, qu'il faut savoir détecter parce que parfois on est peut-être moins exposé à certaines situations qui nous font pourtant grandir du fait bien qu'on nous les épargne sans trop nous le dire. Hein. L'analogie que je prends, c'est la canne blanche. Quand on se déplace dans la rue, les gens ils voient qu'on a une canne blanche, donc ils vont peut-être être un peu plus polis, ils vont éviter de nous rentrer dedans. Que si on n'en avait pas, bon, bah voilà, la circulation, la locomotion, elle serait plus dure pour nous. Et ça, on l'oublie parfois en tant que malvoyant, que bien le monde, il s'organise aussi une fois qu'il nous a identifiés comme étant en situation de handicap. C'est pas vrai pour tout le monde, mais il y a quand même une majorité de gens qui sont plutôt de bonne volonté. Il faut choisir aussi ses combats. On a une quantité d'énergie limitée. C'est déjà difficile quand on est en situation de handicap pour suivre un cursus ordinaire. Mais je pense que dans nos situations, à un moment donné, on est obligé d'avancer. Et là, avancer, ça a été de dire j'ai besoin de soutien dans certaines matières. Et à ce moment-là, les diaporamas, eh bien, je les revoyais avec un étudiant qui avait fini son parcours, mais qui était toujours à Lyon 1, à la mission handicap de l'université cette fois. Et donc il venait, je me rappelle, on se retrouvait dans mon T1 bis là, et on balayait le diaporama, et puis on discutait aussi de plein d'autres choses. Mais j'avais pu avoir un financement comme ça de la part d'une entreprise qui cherchait à sponsoriser des profils reconnus futurs travailleurs handicapés et qui cherchait un petit peu à accompagner. En l'occurrence, c'était EDF. Voilà. Quand tu dis j'ai pu avoir une aide, une sponsoring, c'est toi qui es allé le chercher ou c'est l'école qui t'a aidé ? Alors c'est une enseignante en particulier qui était en relation avec plusieurs entreprises. Alors j'imagine que c'était un pôle partenariat ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné, mon nom a dû être mis sur la table, soit parce qu'il y avait un besoin concret, soit peut-être parce que l'entreprise était aussi en recherche de profils avec handicap. Les grandes entreprises, elles ont des objectifs de recrutement, les petites aussi d'ailleurs, mais les grandes, peut-être qu'elles vont plus loin dans la mise en œuvre de cette politique. Et donc mon profil, il sortait un petit peu du lot, et ça c'est aussi une chance, parce que j'avais cette reconnaissance de travailleur handicapé. Ouais, tu penses que du coup là ça a joué en ta faveur ? J'hésite pas à en jouer quand c'est possible. Ces entreprises-là, elles ont des budgets pour le handicap. Je les ai aidées à les dépenser. C'est sympa. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle, mais pour tout le monde. Là, on retrouve Boris pour la suite de son entretien. Je pense que j'étais pas un étudiant en situation de handicap facile. Et je me rappelle d'une anecdote au lycée, en terminale. Moi, j'étais vraiment mordu de physique et de maths. Et puis j'avais un peu plus de difficultés en histoire-géo. Et quand je m'installais en salle, je me mettais souvent au fond de la salle. Et l'enseignant, elle me disait « Ah, mais tu vois déjà pas bien, pourquoi tu te mets au fond ?» etc. Puis j'avais dit « Mais c'est mon droit, en fait. » J'avais envie aussi d'être mauvais élève dans une matière, j'en avais besoin quelque part. mais forcément, pour l'enseignant, c'est une incompréhension parce qu'elle se dit « Je fais des efforts pour ce profil qui a des besoins particuliers, j'envoie mes examens avant mes collègues parce que il faut qu'il les attend, etc. » Tout ce travail-là, il est mal reconnu en fait. C'est tout l'effort que les enseignants,
Les personnes ordinaires qui prennent une partie du handicap à leur charge, ils font ça avec leur cœur, et c'est un travail qui est relativement invisible en fait. Personne les félicite. Et quand l'étudiant, le premier, se met au fond pour bien montrer que ce cours-là, de toute façon, il ne se passera rien de spécial, c'est vrai que ça peut être un peu désagréable, quoi. Ça, on le comprend tout à fait. Et quand tu as été donc, du coup, en intégration scolaire à partir du lycée et après à l'INSA, tu t'es jamais senti isolé par rapport au reste de tes camarades ? Alors l'accueil des camarades, ça n'a pas été un souci, surtout à l'INSA, il y a un cursus d'intégration assez poussé. Bon, moi, je buvais pas d'alcool, donc dans certaines situations, c'était un petit peu compliqué. Pas négatif, ça. Et puis surtout, j'étais un peu une taupe, c'est-à-dire j'ai vraiment travaillé. Après, j'étais quand même dans un groupe d'amis plus ou moins sérieux, et puis voilà, je venais aux différentes fêtes. Par contre, voilà, je partais pas forcément avec eux faire du camping ou des choses comme ça, parce que moi-même, je m'en sentais pas forcément capable. Mais c'est avec le recul, je m'aperçois que j'étais quand même un petit peu extra-social, ne serait-ce que pour les travaux pratiques. Souvent, c'était en binôme, et moi, j'étais le troisième. Je voulais pas que mon binôme il soit en difficulté parce que je pouvais pas faire certaines choses. Et du coup, régulièrement, je proposais aux enseignants d'être en extra, le troisième. J'aidais à ma manière. Et puis, mon binôme, entre guillemets, n'avait pas la pression, puisque pour le coup, il avait un binôme ordinaire avec lui. Ça, après, c'est un peu l'extra-socialité, hein, c'est un sujet... Par contre, ce qui a été très dur pour moi, c'est quand je suis rentré donc, en troisième année, hein, sur la première année de spécialité informatique, ce qui se fait en 3 ans. Là, j'ai eu une fréquence de chirurgie qui a augmenté et j'ai dû faire mon année sur 2 ans. Au départ, ils pensaient que j'abandonnerais. C'est vrai que j'étais en grande difficulté, très souvent absent. Et déjà, c'est pas facile, un programme d'école d'ingénieur avec en plus des absences, un handicap qui devenait de plus en plus fort. Hein. Je suis devenu aveugle en 2001. Mais j'ai pas abandonné, et quand j'ai pu continuer en la deuxième, troisième année, on va dire, là, la principale difficulté, c'est que toute la promo avait changé, bien sûr. Mes copains, ils étaient dans la promo d'avant. Et là, j'avoue que sur ces temps-là, ça a été compliqué de renouer comme au départ, quoi. Donc, il y a ce facteur-là qu'on ne voit pas toujours, mais entre guillemets, un redoublement, ça complique le côté social, quoi. Voilà. Alors, il y a un moment où il faut accepter, faire le deuil, mais je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps sur cette acceptation et très vite prendre en main les techniques qui existent, et il y en existe plein. En 2002, quand il a fallu vraiment travailler sans l'écran, je me suis vite accaparé les solutions existantes. Il faut essayer de prendre les outils en main le plus vite possible, parce que du coup, ça distrait, c'est assez excitant, on arrive à faire plein de choses. C'est aussi comme ça qu'on voit que son handicap, il peut être compensé au moins en partie. Ben moi, je me rappelle, quand je t'accompagnais à cette époque, c'était toi aussi qui proposais, qu'amener les solutions. En fait, c'est la conscience qu'il faut avoir, je pense, et moi, ce qui m'aide encore aujourd'hui. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. À un moment donné, il n'y a que moi qui suis en situation de handicap. Le plus simple, c'est quand même que je sache de quoi j'ai besoin. Et je pense que plus tard, c'est ce qui a beaucoup rassuré mon employeur au sens large. Certes, j'ai une situation de handicap, mais en plus de ça, ils vont pas forcément se retrouver en difficulté avec cette situation, parce que j'arrive avec quelques clés, quelques réflexes qui vont pouvoir les aider à avoir moins peur du sujet. Ils se disent, bon, il a l'air de savoir où il veut aller, il a l'air de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et donc on peut quelque part lui confier ce sujet.
voilà, par mon métier, mon appétence en informatique, le fait d'être intéressé par les logiciels libres, etc., je me suis retrouvé à faire un petit peu de recherche, financé par EDF, qui continuait de me suivre au final, ils ont continué de me sponsoriser. Ils m'ont financé une thèse de doctorat. Et là, le gros changement, ça a été à la fois de me retrouver dans un milieu universitaire, où on est beaucoup plus autonome. Donc c'était pas mal en tant que personne en situation de handicap. Ça a été vraiment une grande découverte, cette autonomie. Et le deuxième changement principal, c'était d'aller à Rennes. Il a fallu que je quitte la région lyonnaise. J'ai pris mon oreiller sous le bras, le TGV, et j'ai trouvé une turne, comme on dit à l'INSA. Ça a été une grande aventure à ce moment-là. Il a fallu aussi, pour mes parents, de se dire, bon, là, ce coup-ci, c'est bon, il veut continuer ses études, mais nous, on le laisse partir. Mais quand même, je pense que les parents, ils ont une protection vis-à-vis des enfants en situation de handicap qui est peut-être plus poussée et qu'il faut savoir discuter, challenger, comme on dit régulièrement, parce que ça peut freiner, on va dire, aussi la maturation, la prise d'expérience. Là, en tout cas, bon, ils n'ont pas eu leur mot à dire, hein, mais je leur ai pas laissé le choix. Comment tu as fait concrètement pour appréhender ton environnement Tu t'es fait aider pour Oui, les trajets, tout ça j'ai ouais. passé beaucoup de coups de fil. Et après, sur le campus de Beaulieu, là, à Rennes, je me suis perdu sous la pluie, dans le noir. J'avais une coturne à l'époque, donc une coloc. Hein, elle était bretonne pure souche, elle disait il pleut que sur les cons. Alors moi j'attendais d'elle un peu de compréhension. Le pauvre, il a dû traverser tout le campus. À un moment donné, j'ai failli tomber dans un étang. Enfin, c'était assez épique. Et c'est vrai que j'aurais pu demander à un instructeur en locaux ou je sais pas quoi. J'y ai pas pensé. Mais tu as eu des moments, t'as eu forcément des moments de découragement, non? C'est très très dur, hein. Par moments on se sent vraiment en difficulté. Et cette impression que les gens s'en fichent en fait, enfin, même s'ils sont bienveillants, c'est parfois difficile de les comprendre en fait, d'arriver à trouver le recul et l'énergie pour, j'allais dire pour leur pardonner, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas comprendre leur situation. C'est un sujet compliqué. Moi, en tout cas, la grande difficulté à Rennes, ça a été pour faire mes courses, pour traverser le campus. Et c'est vrai que quand on se perd par une nuit de février, parce qu'on rentrait parfois tard du labo, commencer à mettre la canne dans un étang en étant vraiment désorienté, c'est des moments de solitude. Et c'est un peu à l'image de ce qu'on peut vivre par moment dans la vie, quoi. Quand j'ai eu Célestine il y a 12 ans, là, j'avais pas peur, on était à plusieurs, hein, j'avais ma compagne. Quand on s'est séparés, par contre, et qu'il fallait continuer de s'occuper d'un enfant, c'est des moments où ouais, on se retrouve un peu court, quoi. Il faut arriver à le vivre tranquillement, de se dire, bon, je suis un homme, hein, après tout, c'est facile pour personne. Certes, les excuses, pour moi, elles viennent peut-être plus facilement à l'esprit, hein, on peut dire, ah, il n'y arrive pas parce qu'il est aveugle. Mais pour autant, j'ai la même vie que les autres, le même temps sur Terre que les autres. Donc on n'a pas trop le temps de s'effondrer, il faut trouver des solutions. Et après, c'est là aussi où l'ingéniosité, en école d'ingénieur, on apprend quand même à résoudre des problèmes. Je pense que ça m'a aidé aussi d'avoir certaines méthodes, de réfléchir, d'apprendre à utiliser son cerveau. Et puis ne pas en vouloir à autrui, même si il s'arrêtait pas pour me sortir de l'étang ou je sais pas quoi. Il passait à côté et ma foi... C'était peut-être des animaux, en fait, je sais pas. je voyais tellement rien qu'il fallait s'en sortir malgré tout. C'était quoi ta motivation la plus profonde pour arriver à surmonter tout ça, quoi? Je crois que la vraie motivation, c'est que le handicap, c'est une richesse, en fait. C'est une contrainte libératrice qui nous exclut un peu. On est un peu en marge de tout un tas de fonctionnement, de mode de vie. C'est quand même des victoires que les personnes ordinaires n'ont pas. Aujourd'hui, je vais à pied, je fais 1 kilomètre pour aller prendre mon métro, aller au bureau, passer les portiques, participer à une réunion. Pour moi, c'est une satisfaction, c'est comme une victoire, alors que je peux difficilement partager avec des collègues ordinaires. Mais pour moi, d'arriver à faire quelque chose de conforme à ce dont je rêvais petit, hein, d'avoir un travail qui me permette un peu de liberté, un peu... voilà, c'est une victoire. Et quelque part, dans les moments où je me sens un peu en difficulté, où je pense à ça, je me dis, tu vas y arriver.
Et c'est aussi le message de mes parents hein, qui m'ont dit, certes, tu as une difficulté, mais en fait, je crois qu'ils m'ont toujours caché leur désespoir de mon handicap. Et ils ont tenu le visage qui est de dire, tu y arriveras. Et aujourd'hui, je lis des bouquins sur de développement personnel, des sujets comme ça. Et on s'aperçoit que c'est les bonnes approches. Il ne faut pas enfoncer une personne en situation de handicap, que ce soit par bienveillance ou par apitoiement. Le rôle des parents, ce qu'ils ont fait naturellement, c'est d'aider l'enfant à se développer un petit peu là où il a envie, quoi. Et moi, j'avais envie de faire de l'informatique et j'en fais aujourd'hui. Nous voilà déjà dans les dernières minutes de l'émission L'Imaginoire à l'écoute des familles. On retrouve encore, une dernière fois, Boris. Et donc aujourd'hui, ma mission, c'est je m'occupe des moyens de calcul pour l'ingénierie nucléaire, qui s'occupe à la fois des centrales existantes et puis des futures. L'ingénieur dans le nucléaire, il fait beaucoup de calculs. Maintenant, on utilise des grosses machines qui sont en data center. Et donc, il y a des centaines d'utilisateurs ingénieurs qui font des calculs sur ces grosses machines. Et moi, je suis chargé de veiller à ce que les machines fonctionnent au mieux pour mes collègues ingénieurs. Il y a des périodes, si la machine elle est en panne, je vais devoir faire des réunions très tard ou prendre part à des discussions, des décisions. C'est très satisfaisant, très grisant. Et puis surtout, je suis dans un collectif avec énormément de collègues et de prestataires. Je dirais, j'ai appris avec les années à avoir moins de complexes et à me dire, ça, je ne sais pas le faire, une mise en forme d'un document, une mise en forme un peu léchée. Et donc, j'essaye de m'intégrer dans un collectif. Alors après, quand il faut revoir un document et qu'on est tout seul, là, il faut quand même savoir faire, maîtriser les outils. Donc j'ai vraiment appris à utiliser un maximum d'environnement. Je fais toujours beaucoup de braille. Parce que pour les réunions, c'est quand même plus confortable de lire ses notes en braille qu'en audio. Là, un sujet en ce moment, c'est de trouver un casque dans lequel je puisse brancher plusieurs sources en même temps pour pouvoir à la fois entendre le PC, le téléphone, etc. C'est des produits qui ne sont pas répandus, mais on essaye de chercher. Là, je dois en recevoir un à l'essai prochainement, etc. Ouais, c'est toujours toi quand même, depuis le début, en fait, qui amène un peu les solutions d'adaptation, quoi. Quoique, en même temps, tu es le mieux placé, mais... J'ai l'impression que si je m'en préoccupe pas, on a beau aller au salon autonomique, handicap, tout ça, il y a du business, il faut pas se cacher. Il y a des produits qui correspondent pas du tout à mes attentes et qu'on voudrait me vendre. Bon, après, il faut savoir dire non, c'est comme dans tout salon ou dans tout type de marché, les personnes âgées, les jeunes mariés, tout le monde, voilà. On est aussi des cibles marketing, donc il faut en avoir conscience. Par exemple, sur les techniques de locomotion, moi je suis un grand fan du Tom Pouce. C'est vraiment un outil qui me permet de marcher aussi vite que je veux dans la rue et éventuellement de me prendre moins d'obstacles. C'est une canne électronique. La canne électronique, le Tom Pouce. Donc on arrive comme ça à avoir des trajectoires beaucoup plus fluides. On peut marcher beaucoup plus vite. Et oui, de pouvoir doubler des gens, moi ça me fait plaisir. Je suis content. Alors des fois je prends un peu trop de risques. Des fois je cours un petit peu aussi, ça il faut pas vraiment le dire. Mais je sais pas si faudra couper. Je coupe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Boris, que l'on espère retrouver avant la fin de la saison dans une prochaine émission. Un entretien mené par Thierry Sabatier et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Sachez que vous retrouverez l'intégralité de ce témoignage très bientôt sur notre page mixcloud.com/l'imaginoire. L'Imaginoire à l'écoute des familles est une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous voulez rejoindre l'aventure, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou en passant par notre Facebook, le facebook.com/l'imaginoire, ou en contactant votre radio qui nous passera le message. L'Imaginoire est un projet accompagné par l'association Résonance et soutenu par la CAF Drôme et la fondation BPORA. À dans un mois pour une prochaine émission.